Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce briefing, ce webinaire technique concernant l'éventualité d'un automne social compliqué. Le webinaire donc s'inscrit dans la politique qu'on a ici, Maîtrise des crises, qui est de faire un certain nombre d'événements publics, donc ils sont sur notre chaîne YouTube, vous pouvez venir nous chercher pour les revoir. Évidemment, tous les contenus ne sont pas libres comme celui d'aujourd'hui, mais ça permet aux entreprises de pouvoir communiquer au plus grand nombre, notamment leurs fournisseurs, donc la possibilité de se préparer et d'anticiper donc des scénarios un peu compliqués, comme c'est le cas du scénario aujourd'hui. Donc soyez tous les bienvenus. J'en profite pour dire qu'il y aura un replay qui sera encodé cet après-midi et qui sera en ligne sur la chaîne YouTube dans fin d'après-midi, peut-être demain, pour pouvoir que chacun d'entre vous puisse récupérer le contenu. Donc un mot de présentation, donc je m'appelle Vincent Baloué, donc j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait tout mon parcours sur la préparation des entreprises aux risques majeurs. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme dirait l'autre, dès la sortie de l'école en 1992, quand j'ai commencé à travailler sur le bug de l'an 2000. L'histoire a montré que j'ai été le premier à faire ça. Ce qui m'a amené à prendre en main l'ensemble des opérations de mobilisation générale à travers le CLUSIF, le SIGREF qui m'a recruté pour ça, puis le MEDEF qui m'a demandé de venir, puis Bercy pour la mise en place de la cellule de crise du gouvernement du 31 décembre 1999. Si certains d'entre vous s'en souviennent, sinon je vous invite à aller sur le site histoireen2000.fr, vous pourrez retrouver quelques éléments d'archives permettant de retracer cette mobilisation qui, mine de rien, a coûté de l'ordre de 10 milliards d'euros pour 40 000 personnes sur 7 ans à peu près. Depuis, j'ai élargi le spectre pour ne pas faire que de l'informatique, mais c'est le climat, les risques sociaux, les infrastructures, l'énergie, la géopolitique, etc. J'ai participé à quelques missions à l'étranger aussi pour faire du rétex sur des événements tout à fait majeurs. J'ai monté donc Maîtrise des crises en 2013 et je suis au contact des pouvoirs publics sur un certain nombre de sujets, pas tous, directement avec les ministères et pour certains avec l'Élysée directement. Je suis également membre du Shift Project. Shift Project à travers l'association de personnes qui s'appelle les Shifters, donc certains d'entre vous peut-être en êtes-vous membre, on est dans les 30 000 à peu près en France à le faire, hein, donc c'est pas une exception. Donc maîtrisedescrises.com en un mot, donc c'est un service en ligne sur abonnement illimité. C'est-à-dire qu'une fois que votre entreprise est abonnée, vous pouvez connecter autant de personnes que vous voulez et consommer les contenus autant que vous voulez. Ces contenus donc couvrent l'anticipation, le décodage et la préparation des entreprises aux risques systémiques majeurs, donc les gros, typiquement au Covid, de telle sorte que les entreprises soient prêtes avant que ça démarre, avant que la crise n'arrive, avec donc des recommandations les plus détaillées possibles, et l'accompagnement pendant, bien entendu, quand ça commence à barder. Donc il y a des différentes formules d'abonnement selon la taille de votre entreprise et ce que vous voulez faire. Il y a 3 semaines d'accès possible. La cible chez vous, c'est plutôt les équipes continuité, crise et le COMEX. Et si vous voulez l'essayer, la formule gratuitement les 3 premières semaines, vous nous contactez mdc@maîtrisedescrises.com. On sera ravis de vous offrir un accès et de vous briefer sur comment ça marche et si ça présente un intérêt pour vous. À ce moment-là, vous pourrez vous abonner. Donc je vous ai mis là une copie d'écran de ce matin, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc les derniers briefings qui ont été poussés datent de hier, et donc ça couvre l'ensemble des sujets. Évidemment la crise Moyen-Orient, l'ensemble des sujets d'infrastructure, le sujet social qu'on va traiter aujourd'hui, mais aussi le climat, la crue majeure Paris, etc. Et donc on fait des contenus, alors en général c'est des briefings vidéo tôt le matin. Quand je dis tôt, c'est plutôt 7h30, hein, 7h30, 7h40 par là, mais également des webinaires plus longs, comme c'est le cas aujourd'hui, des notes de synthèse à la demande. Certaines sont en français, d'autres en anglais. Voilà, on essaie d'adapter à la demande les contenus qui sont disponibles pour le plus grand nombre, pour les entreprises, afin qu'elles puissent se préparer. Alors aujourd'hui, donc on va regarder le risque potentiel social à l'horizon. En gros, septembre 2026, ce sera peut-être un peu avant. Alors j'insiste sur le mot potentiel. Ici, on n'a pas de boule de cristal, donc je ne peux pas vous faire de prévision raisonnable, en tous les cas, sur la survenue d'un conflit social type gilet jaune ou un truc apparenté, entre maintenant et en gros la fin de l'année. Je ne peux pas faire ça parce que j'en sais rien. En revanche, le risque me paraît suffisamment important pour qu'on se prépare un peu. Et donc vous proposez un moment de réflexion ici, et tout au long des slides, je vais vous inviter à prolonger ce travail de sensibilisation que je vais faire par un peu de réflexion chez vous, autour d'une table à plusieurs, avec des feuilles de papier, en disant qu'est-ce qu'on fait.
Se préparer sur table, ça ne veut pas dire faire des investissements compliqués, lancer une grande opération, se préparer à fermer l'entreprise, quoi que ce soit. À date, pour l'instant, si évidemment on est au mois de septembre et que les rues commencent à se barricader de partout et que ça brûle de partout, il sera très largement le temps d'agir et de protéger vos entreprises. Mais là, on est au mois d'avril, et donc nous pensons qu'il est temps de commencer à ouvrir le sujet, d'anticiper, et au moins, à la suite de ce webinaire, de faire une réunion sur table chez vous pour, disons, dégrossir le sujet, ouvrir les pistes, pas apporter des solutions surtout, mais au moins éviter de tomber de l'arbre si ça devait barder à court terme. Nous, on pense que ça ne peut pas déborder à court terme, mais enfin, sait-on jamais, il peut se passer des événements, en particulier en provenance du Moyen-Orient, qui soient de nature à bouleverser un peu les choses. Donc, on est en train de traiter dans ce webinaire un risque potentiel, et donc c'est une hypothèse qu'on va documenter, et on va vous fournir un plan de préparation, mais en face, ce n'est pas une certitude, et encore moins une prévision. Donc on va faire 3 choses. On va faire un point de situation général, rapidement. On va donc traiter les scénarios qui sont devant nous, dont certains sont complètement improbables, bien sûr, à l'intérieur du canal crise sociale, hein, bien sûr. Et puis ensuite, on va traiter un plan de recommandation que je vais vous dérouler, et qui sera disponible en replay. Donc je vous précise, enfin j'ai dû le dire tout à l'heure, que la vidéo là, qui est en train d'être enregistrée en ce moment sera disponible en replay dans la journée, demain matin, à tout casser, pour que vous puissiez le repasser, s'arrêter sur les slides, etc. Alors, en termes de situation générale, où en sommes-nous? Pardon, excusez-moi, les idées se bousculent. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure en appuyant sur la touche QR que vous avez dans votre console Teams. Il y a un bouton qui s'appelle QR, vous appuyez là-dessus et vous posez vos questions au fur et à mesure, et je les prendrai complètement à la fin, où je vais réserver un temps de réponse à vos questions. Alors, je reviens sur la situation générale. Donc, vous avez compris que l'argument numéro 1 de la crise qui est en cours au Moyen-Orient, c'est la crise de l'énergie, qui a la main sur le pétrole. On sait que les réserves de pétrole vont commencer à décliner à partir de maintenant, tout doucement. Et si j'en crois les prévisions, en tous les cas les propos tenus par le Shift Project, avec une diminution assez drastique des quantités de pétrole disponibles en Europe d'ici 2050. Donc on n'y est pas encore, mais enfin bon, mine de rien, c'est moins qu'une carrière, quoi. Et des diminutions drastiques du pétrole, ça veut dire des désordres de partout. Les crises sociales sont c'est un épiphénomène dans ce qui peut tourner beaucoup plus grave, disponibilité de la nourriture, des engrais, etc. Enfin bref, beaucoup moins d'énergie, on parle de la moitié en moins quand même, hein. Beaucoup moins d'énergie, même à horizon d'une vingtaine d'années, c'est déjà une trajectoire qui n'est pas confortable du tout. Et la zone Proche-Orient, enfin Moyen-Orient, pardon, le détroit d'Ormuz, etc., commande en gros de l'ordre de 20 à 25% de l'énergie. Donc c'est un robinet tout à fait déterminant, et donc la guerre qui est là-bas, c'est qui a la main sur le robinet. Je pense que vous avez perçu tout ça, et évidemment, les puissances qui veulent dominer, veulent s'emparer du robinet pour offrir à leurs citoyens, disons, une vie confortable le plus longtemps possible, même s'il faut s'asseoir sur la volonté des autres peuples. Donc ce qu'on voit, ce qui est en train de se développer de partout, je vous assure que j'ai le nez sur l'actualité 24 heures sur 24, week-end compris, ne permet pas d'envisager une résolution de la crise à court terme, et un retour à un état stable avant, disons, des mois à minima, très certainement des trimestres. Après, on ne sait pas trop. Et quand je dis état stable, c'est par-dessus le marché, on ne sait pas quel état stable. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est très fortement évolutive. On nous parle de vagues d'intervention, d'anéantissement des infrastructures iraniennes, de riposte. De temps en temps, on nous parle même de nucléaire. Israël fait un peu ce qu'il veut. Trump, il n'arrive pas à se dépêtrer de cette affaire-là. L'Iran résiste plus que prévu. Enfin bref. Donc on est dans une situation où il n'y a pas un vainqueur et un vaincu en 48 heures, comme c'était peut-être envisagé dans la tête de certains. Mais cette affaire va durer. Le dispositif, l'armada américaine sur place, ne va pas se défaire et se détricoter en quelques semaines rapidement. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que ça va durer. Probablement dans un format très instable, au moins pendant des mois, et après on verra. Et après, peut-être aurons-nous un jour un retour à un état stable, mais en tous les cas qui ne sera pas l'état d'origine, notamment en matière de prix et de quantité de pétrole et de contraintes et de délais de circulation des marchandises dans la région, etc.
L'autre question, c'est peut-il y avoir des extensions de ce conflit, c'est-à-dire une suite, voire une aggravation de l'aggravation, si je puis dire. Donc bien entendu, géographiquement, l'autre détroit de Bab el-Mandeb peut être pris. Il y a déjà eu des menaces. L'Iran ont dit qu'ils allaient couper l'accès à l'autre détroit, qui lui commande Suez et l'autre robinet de l'Arabie Saoudite. Donc c'est très important, c'est tout à fait majeur pour nous si ce deuxième robinet devait être fermé. Il peut y avoir d'autres pays qui rentrent en piste si précisément on a une fermeture ou une menace de fermeture là-dessus, mais on peut avoir aussi les Chinois qui vont finir par trouver le temps long, la Russie évidemment qui est un soutien à travers la mer Caspienne de l'Iran, etc. Le Pakistan qui peut intervenir. La Corée du Nord a proposé ses services pour aller nucléariser Israël à la demande. Ils ont dit vous nous demandez, on le fait, etc. Donc on peut avoir d'autres pays qui rentrent en piste, peut-être pas demain matin, encore que, mais en tous les cas, si on en croit les déclarations, le sujet est sur la table. Voilà. Je n'ai pas dit que ça allait se faire, mais le sujet est sur la table. La crise peut s'étendre à d'autres zones, en particulier sur l'Asie, qui, privée de pétrole, va commencer à être obligée de réagir, parce que le pétrole du sud-est asiatique vient pour beaucoup de l'Iran. Et donc le robinet est fermé là tout de suite, donc là ça commence à être compliqué. Le Japon est en train de se faire livrer par les États-Unis à travers Panama. Il y a un pétrolier qui est arrivé pour alimenter le Japon, mais ils vont pas pouvoir tenir comme ça des dizaines d'années, c'est pas possible. Donc à un moment donné, si c'est pas réglé rapidement, il y a un risque de propagation, non seulement à d'autres pays, mais à d'autres zones régionales, voilà. Notamment chez nous, et notamment sur la partie Asie. Et puis on peut avoir des extensions sur d'autres champs que la bataille navale, si je puis dire, et le bombardement d'infrastructures, et en particulier sur le terrain cyber. Je vous rappelle quand même que pas mal de data centers, 4 de mémoire, ont été bombardés sur place, et l'Iran a remenacé récemment de couper les câbles, et la Chine a fait publication d'une nouvelle technologie permettant d'envoyer des robots par 3000 mètres de fond pour aller zigouiller un grand nombre de câbles en même temps. Donc, pour l'instant, personne n'est passé à l'action vraiment, mais enfin, en tous les cas, le sujet est sur la table, et c'est un champ d'extension du conflit possible. Donc, chez nous, évidemment, tout ceci a des répercussions, donc on va traiter que les répercussions sociales maintenant, hein, c'est simplement ce sujet-là qu'on va regarder, mais c'est aussi l'augmentation des coûts qui alimente la crise sociale, le pétrole trop cher, les matières premières, etc., etc. Alors, en matière d'augmentation des coûts et des prix, donc le premier en ligne de mire, c'est évidemment le pétrole, donc le prix à la pompe. Je vous rappelle que les gilets jaunes sont rentrés en piste en 2018 avec des coûts du baril et des coûts à la pompe qui étaient très largement inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, on est très largement au-dessus et on nous parle, donc je vous ai mis une petite revue de presse là sur les slides, mais on nous parle d'un retour des gilets jaunes. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire en disant, puisque tout le monde en parle, on va se préparer un peu. Donc il n'y a pas que le pétrole, il y a les matières plastiques pour faire des emballages, des conteneurs, enfin absolument tout ce qu'on voudra, des jouets, enfin bref. Donc la matière première du plastique, c'est le pétrole, et donc évidemment, là tout de suite, il y a beaucoup de tensions. On peut avoir des tensions assez rapidement, enfin notamment pour l'hiver prochain, sur les engrais, puisque l'engrais agricole que l'on utilise chez nous vient du gaz, est fabriqué avec du gaz, et les principales usines d'engrais sont au fond du Golfe Persique, et donc verrouillé par le détroit d'Ormuz. Donc il va falloir à un moment donné que la situation se décante un petit peu pour savoir comment va se passer l'hiver prochain en matière de nourriture. Donc il faut un peu regarder toutes ces questions-là. L'ensemble des produits manufacturés à l'aval, des médicaments. L'hélium est contraint également. Alors l'hélium, lui, il rentre dans la fabrication des semi-conducteurs et de certains produits médicamenteux, enfin du secteur santé. Et là, l'hélium est très fortement contraint, puisque les usines d'hélium sont au fin fond, pareil, du Golfe. Donc, et nous, ici, on importe l'hélium de là-bas. Donc ça va être compliqué. Et la guerre de l'énergie tout court, bien entendu, qui commande le PIB et donc le confort et donc la paix sociale, est évidemment en cours. La question qui est posée, bien entendu, c'est quid de l'intervention de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Je vous rappelle que les finances publiques sont très compliquées en ce moment. Et donc on voit bien qu'à part faire 1 ou 2 centimes à droite à gauche, il n'y a pas de baguette magique possible, en tous les cas, sur ces questions-là. Et on aura très vraisemblablement des interventions de l'État pour amortir l'augmentation des coûts, une augmentation de l'État qui sera limitée. Je n'ai pas dit qu'elle sera nulle, mais elle sera limitée.
Les revendications sociales, maintenant que les municipales sont passées, commencent à venir. Et là, on a un télescopage. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire, avec le calendrier politique, bien entendu, et, disons, la pré-campagne présidentielle qui a déjà démarré. C'est-à-dire l'identification des candidats, il y en aura une cinquantaine là tout de suite. Évidemment, ça va se réduire. Et donc, on aura un lancement de la pré-campagne vers septembre. Et donc forcément, l'entrée en piste des syndicats, des associations de consommateurs, les familles, enfin tout ce qu'on voudra, pour faire entendre la voix et influencer la construction des programmes qui seront présentés aux Français. C'est pour ça qu'on pense que le moment clé, c'est une fois que la rentrée des enfants est faite, première semaine de septembre, bienvenue dans le développement potentiel d'une crise sociale chez nous. C'est pour ça qu'on le fait là. Donc on a un télescopage de l'agenda politique, électoral, crise, augmentation des coûts et guerre au Moyen-Orient, si vous voulez, qui convergent vers un automne compliqué. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les midterms sont vers octobre-novembre de mémoire, et c'est ça qui peut éventuellement sonner un retour au calme de l'administration Trump. Pour l'instant, c'est pas le cas, et donc ils vont évidemment essayer d'agir d'ici là. Donc là aussi, le calendrier, il est à l'automne. Après, on verra. Mais on a très clairement un faisceau de circonstances et un télescopage de calendrier qui convergent vers, disons, un gros point d'interrogation sur le climat social chez nous, à la rentrée à peu près. Je dis bien à peu près. Alors là-dessus, il faut quand même observer, alors il y a quand même des mouvements, il faut tempérer un petit peu tout ça. La première, c'est que les Gilets jaunes, quand ils sont rentrés en piste, c'était en 2018. Et avant ça, on avait, appelons ça des grèves pour l'essentiel du secteur public, c'est-à-dire en gros le train, le métro, etc., qui s'arrêtaient, pour une raison XY. Donc on se faisait entre quelques jours et quelques semaines de marche à pied, en caricaturant. Ça se passait de manière assez douloureuse, et puis la crise trouvait une issue, peu importe, et puis on retournait à nos affaires. Les Gilets jaunes ont changé un petit peu la donne, dans la mesure où c'était des mouvements qui n'étaient pas télécommandés par des puissances politiques ou syndicales, qui ont commencé en version douce par une occupation de ronds-points, et la mise en place du déguisement Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. Enfin, que la presse, les observateurs les ont appelés comme ça. Donc au début, c'était bon enfant quand même. Hein. Tout n'a pas été ultra violent, loin s'en faut. Ensuite, il y a eu une catégorie de conséquences un petit peu plus musclées, avec des occupations de préfectures, des incendies devant des préfectures et les symboles de l'État. Des défilés un peu musclés, des voitures retournées, etc. Donc, disons, comme les manifestations classiques, violentes, beaucoup de feu, hein, souvenez-vous des images, mais partout en France. Donc, pas seulement à un endroit, et surtout pas coordonné par une puissance syndicale. Donc avec une représentation spontanée, en fait, c'était des gens, quoi. Et puis il y a eu une version dure, donc avec des vrais affrontements, des chocs, des violences dans la rue, peu importe si c'est police, pas police, des blessés. Des conséquences sur les entrepôts, il y a eu des incendies, des sabotages, un data center a tenté d'être incendié de mémoire, des locaux télécoms, des coupures électriques, enfin bref, donc on rentre là dans l'action dure, et c'est évidemment ce dernier volet qui concerne le plus les entreprises. Donc on a eu tout ça, et si vous vous souvenez, il y avait des épisodes, hein, donc semaine 1, semaine 2, etc. Il y en a eu beaucoup. Ça s'est calmé au mois de novembre 2018, histoire de laisser passer les fêtes de fin d'année. En janvier, on a eu des grèves de transport en janvier 2020, et ensuite le Covid est arrivé. Et donc, si vous remarquez, il s'est passé deux choses avec le Covid. La première, c'est que les mouvements sociaux tout court ont été stoppés, y compris pendant, pas seulement la première vague, mais après du Covid. On n'a pas eu Gilets jaunes plus Covid. On a eu que le Covid. Et deux, le Covid a amené, comme vous le savez, la généralisation des outils permettant le télétravail et des pratiques qui vont avec. Et depuis, il y a eu d'autres grèves de transport qui se sont nettement moins bien passées du point de vue des syndicats, dans la mesure où, quand il y a des grèves de métro à Paris, pour être caricaturé, écoutez, les gens partent avec leurs ordinateurs. Comme Paris est une ville très lourdement tertiaire, l'impact sur les entreprises est devenu, je dis pas nul, mais enfin en tous les cas complètement marginal par rapport à la situation d'avant le Covid,
où le télétravail était, disons, partiellement pratiqué par les entreprises. Très partiellement, et très très peu dans certains secteurs, dont les pouvoirs publics. Donc le Covid a montré que d'une part, quand il y a quelque chose de plus grave que la crise sociale s'arrête, et d'autre part que l'arrivée du télétravail a modéré les conséquences d'une crise sociale type Gilets jaunes, dont on rappelle donc que la crise Gilets jaunes 2018 est avant le Covid et s'est déroulée avant le déploiement du télétravail. Pour autant, donc j'ai fait une revue de presse en construisant la présentation. Je vous ai mis plusieurs copies d'articles de presse sur la droite, sur les différents slides, donc les 2 ou 3 précédents et les suivants. Le mot gilet jaune existe toujours dans le vocabulaire. Cherchez sur Google Actualité, faites gilet jaune, vous verrez tous les jours il y a des trucs. Et c'est souvent localisé dans une ville, il y a une pré-manifestation, des gens qui s'activent un petit peu. Je suis allé moi-même regarder sur Facebook le nombre de groupes gilets jaunes, préparez-vous, qui est en ce moment en ligne, faites-le, vous allez voir que le sujet n'est pas mort, du tout. Mais il est très clairement dans une configuration qui est un petit peu différente, parce que le temps a passé aussi, de ce qu'on a connu en 2018. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr. Sur le slide qui est là, je vous l'ai mis sur la droite, une copie d'écran que j'ai fait ce matin sur la liste des groupes qui s'appelle Gilets jaunes sur Facebook. Alors il y en a 1 kilomètre de long, hein, je vous ai mis juste le haut de la pile. Et si vous regardez le nombre de participants, c'est 30 000, 8 000, 3 000, enfin il y a du monde, quoi, c'est pas des trucs anecdotiques. Et si vous faites le cumul de l'ensemble de ces groupes d'influence sur Facebook qui s'appellent Gilets jaunes quelque chose, on est à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc il y a largement de quoi foutre le bazar en France. Alors lors des derniers webinaires de préparation sur la crise Moyen-Orient, on a publié 5 scénarios, je les reprends, donc je me cale dessus pour éviter d'avoir des scénarios qui ne sont pas coordonnés entre eux, mais je les ai déclinés, entre guillemets, gilets jaunes, pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est les mêmes que les 2 webinaires précédents. Et le visionnage des webinaires précédents est disponible sur notre chaîne YouTube, vous cherchez la chaîne Maîtrise des crises, et tout est public. Alors, on a défini donc 5 scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario complètement optimiste qui s'appelle « Arrêt de la crise ». Donc les forces armées se retirent au Moyen-Orient, les bombardements s'arrêtent, extinction de la menace sociale en France. Bref, retour à la situation antérieure, le pétrole repasse à 70 $ le baril, on était à 118 ce matin. Voilà. Donc non, ce truc-là n'est pas du tout dans les radars. Je ne dis pas que l'année prochaine, il ne sera pas retourné, mais en tous les cas, là, tout de suite, dans les mois qui viennent, c'est complètement illusoire et hors de portée d'avoir un arrêt de la crise en cours. 2, un scénario un petit peu plus méchant que j'ai appelé enlisement mou, donc long. Donc c'est un peu le statu quo, mais modéré, pas de menaces, pas de reprise des bombardements, pas de verrouillage complet du détroit d'Ormuz, donc ça passe un peu, même s'il y a du racket à 1 ou 2 millions de $, le passage de pétrolier, mais enfin bon bref, ça va pas plus loin que ça, et on s'accommode. Ce scénario n'est pas sous nos yeux tout de suite, il n'est pas dans les radars. Les menaces qui sont proférées et par le camp Trump, on va dire, et par le camp iranien vont très au-delà de ça. Et donc le scénario S2, en tous les cas, n'est pas du tout celui qui est pressenti pour suivre l'avenir devant nous. Le scénario 3, c'est un blocage nettement plus dur, donc suite du blocage d'Ormuz, il est déjà bloqué, hein, suite des bombardements, ça n'a pas vraiment arrêté non plus, notamment au Liban, mais pas d'extension majeure régionale sur d'autres pays, d'autres zones, comme on l'a vu tout à l'heure. Les conséquences économiques deviennent sérieuses avec le temps, parce que les difficultés d'approvisionnement, certaines sont arrivées déjà chez nous, le coût du pétrole par exemple, je dis bien le coût, pas la pénurie, mais d'autres ont mis un petit peu plus de temps, donc la pénurie cette fois, notamment sur le kérosène avion. Vous avez dû voir que certaines compagnies aériennes en Europe annulent des vols, parce qu'il n'y aura pas de kérosène pour tout le monde, ce qui va créer des complications, parce que les compagnies du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient, elles se ravitaillent librement, donc on sent déjà que ça va être compliqué pour les compagnies européennes, quoi. Et donc il y aurait des extensions dans ce scénario-là. Donc c'est pas à la guerre atomique, mais ça continue de bloquer. Et les conséquences à l'aval de ces blocages se déploient et se répandent dans les économies occidentales, dont l'Europe, dont la France, avec le temps, au fur et à mesure que les bulles dans les tuyaux, si vous voulez, commencent à se déverser chez nous. Donc ça a commencé, mais on n'est pas du tout au bout du compte. Les engrais, par exemple, si ça bouge pas, la crise, elle est pour octobre à peu près, quoi.
Donc, parce qu'il y a la longueur des stocks, et puis il y a aussi une affaire de saison, c'est que ce sont des produits qu'on met dans les cultures pour préparer l'ensemencement de la saison d'après, pour préparer les sols, donc c'est pas tout de suite que ça va se voir. Donc là, si c'est ça, on a des extensions sociales à peu près certaines, de quelle ampleur on ne sait pas trop, et un télescopage avec l'agenda électoral dont on a parlé tout à l'heure. Le scénario 4, lui, il est une extension importante sur d'autres champs, localement là-bas avec des bombardements d'infrastructures, notamment électriques, donc l'eau, qui est fabriquée à partir d'électricité et d'eau de mer, plus des extensions cyber pour nous, dont reprise des bombardements sur les data centers, et quelques coupures câbles qui nous gênent. Voilà. Donc là, on change un peu de catégorie et on continue d'accélérer. Et donc évidemment, les mêmes troubles sociaux, mais en version augmentée chez nous. Et le scénario 5, ça serait un embrasement général avec intervention des puissances lourdes type Russie, Chine, etc. Utilisation d'armements non conventionnels, donc chimique, nucléaire, tactique, enfin du petit nucléaire on va dire. Bref, le truc déborde complètement de la casserole. Et là on rentre en terre inconnue, donc je ne développe pas derrière parce que personne ne sait vraiment ce qui pourrait se passer. Donc nous on maintient notre évaluation, qui est qu'on est entre S3 et S4, donc j'ai pas changé d'avis depuis plusieurs mois maintenant, on est entre S3 et S4 à l'heure actuelle, c'est-à-dire à minima la suite d'un blocage dur pendant quelques mois, voire une extension importante sur d'autres thèmes, dont les infrastructures locales, expansion chez nous, et éventuellement un côté cyber, câble, qui peut barder un peu. Et donc avec augmentation des conséquences. On est entre ces deux scénarios-là, a priori. Alors à partir de là, puisqu'on y voit un petit peu plus clair, c'est donc entre S3 et S4 que ça peut se jouer. Je dis bien que ça peut. Et donc on peut déjà commencer à se préparer, c'est-à-dire prendre une feuille de papier et dire bon, qu'est-ce qu'on fait dans chaque compartiment du jeu. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour préparer ce scénario de conflits sociaux potentiels. Je répète bien, ce n'est pas de la prévision, ce sont des conflits sociaux potentiels, et donc c'est une hypothèse, et dans le cas où cette hypothèse viendrait à se réaliser, on se prépare. Alors, donc j'ai compartimenté comme d'habitude, donc en mettant tout à jour bien sûr sur ce canal-là, nos recommandations. Alors évidemment, j'ai commencé par les RH, s'agissant de conflits sociaux. Donc les recommandations, c'est de mettre en route une veille sociale interne, je dis bien interne, dans vos entreprises, pour voir si oui ou non il y a de la grogne chez vous en interne. Hein. Donc en écoutant les syndicats, en écoutant les collaborateurs, enfin bref, tendez l'oreille. Donc les RH ont parfaitement l'habitude de faire ça. Il peut y avoir des situations individuelles, donc quelqu'un qui est en situation de handicap par exemple, qui habite loin, mais ça commence à être compliqué sur la route, des embouteillages de partout, les parkings bloqués, enfin bref, et donc il dit bah moi je peux pas quoi ça. Et donc ces gens-là en général déclenchent entre guillemets leur repli avant, du fait de leur vulnérabilité. Donc le fait d'écouter les populations plutôt fragiles, qui ont des pathologies, les femmes enceintes, etc. C'est pas que les femmes enceintes soient une pathologie, mais enfin c'est une population qui ira s'abriter un petit peu plus précocement, on dira, si ça barde dans la rue, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc le fait d'écouter ces populations-là permet d'anticiper un peu des phénomènes de propagation chez vous. Et donc regardez le coût du transport, alors pas trop le transport public dans les grandes villes, mais c'est évidemment l'essence, les déplacements, le pétrole, l'accès à la voiture, le fait de pouvoir recharger sa voiture par exemple sur le lieu de travail, etc. En région où la voiture est indispensable, d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, tendez l'oreille, et les signes avant-coureurs, de notre point de vue, pourraient venir, je dis bien en interne, des personnes qui naturellement ont une vie plus compliquée que les autres. Habiter loin, pathologie, handicap, etc. Deuxièmement, ayez un œil sur la pratique du télétravail. Donc, dans les entreprises en général, il y a des accords qui ont été faits pour dire c'est un jour, 2 jours par semaine, plus 3 jours flottants, plus je ne sais quoi. Et évidemment, si on a un pays qui est complètement bloqué, il faudra s'asseoir sur les accords. C'est normal. Surveillez, donc, si vous sentez que les collaborateurs commencent à déroger, ou demandez de plus en plus de dérogations sur les accords télétravail, c'est qu'il se passe quelque chose.
Et deux, la pratique du covoiturage. Donc là aussi, si vous avez un site en interne d'offres et demande, de rapprochement de l'offre et de la demande en matière de covoiturage, si vous voyez que ça commence à bouger, les indicateurs commencent à bouger, dans un sens ou dans l'autre du reste, ça aussi c'est un indicateur sur la facilité ou en tous les cas l'appétence de vos collaborateurs à se déplacer à chaque fois. Vous pouvez très bien avoir des réfugiés énergétiques, donc ça c'est l'autre phénomène. Donc si on a, qui est un phénomène social cette fois-ci, c'est que si on a un coût de l'énergie qui grimpe complètement, soit pour le chauffage à la maison, soit pour les transports, vous pouvez avoir des gens qui vont dire bon bah, si c'est ça, je reste au bureau. Alors pas pour camper, hein, mais disons qu'ils vont renoncer au télétravail pour le coup, parce qu'il faut chauffer la maison, et plutôt demander à travailler plutôt plus. Alors ça arrive pour des gens qui ont, disons, plutôt peu de moyens, une situation sociale plus fragile, et qui n'ont pas d'enfants. Et on le voit à chaque fois qu'il y a des canicules, par exemple, quand il fait très 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 chaud, il n'y a pas de clim à la maison, et donc les gens viennent plus au travail, parce qu'ils passent une journée à 20 degrés, et donc on est moins fatigué le soir, quand il faut rentrer, mal dormir par-dessus le marché, quand on a passé une journée climatisée. Donc on peut avoir un phénomène de réfugiés énergétiques, je les ai appelés comme ça, qui peut se développer avec le temps, notamment si ça marque vraiment. Côté RH, donc on continue avec un indispensable dialogue avec les instances représentatives du personnel, c'est normal, hein, c'est les missions normales de la RH, mais là aussi tendez l'oreille, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tendre le bâton pour se faire battre, mais enfin, le sujet est dans les radars, il est dans la presse, il y a un télescopage de l'actualité, si en septembre ça cogne un peu, il ne faut pas rester porte fermée et laisser les IRP sans interlocuteur. Vous pouvez déjà dresser des indicateurs que j'ai appelés conjoncturels, donc le niveau de l'absentéisme. Si c'est trop le bazar, les gens se foutent en maladie, quoi, hein, même si c'est pas très correct. Mais l'absentéisme bouge quand c'est très compliqué de se rendre au travail. Les déplacements professionnels annulés, ça c'est un bon indicateur du fait que les gens anticipent des blocages en tout genre. Donc des déplacements physiques, hein. Gens qui ont des rendez-vous, des réunions importantes à l'autre bout de la France, ils ont choisi d'y aller parce que c'était important, puis finalement c'est annulé parce que les routes sont pas praticables. Ça c'est un indicateur du fait que ça y est, les gens commencent à activer les plans B. Les reports ou les prises anticipées de congés, disons toute variation par rapport aux statistiques habituelles, le taux du télétravail dont j'ai parlé, j'y reviens pas. La manière dont fonctionne le management à distance. Donc si vous avez les managers, donc l'encadrement intermédiaire qui vient au devant de la DRH en disant je m'en sors plus, j'ai trop de télétravailleurs chez moi, c'est quoi les bonnes pratiques, que font les autres, quelles sont les consignes. Ça aussi c'est un indicateur que les choses commencent à bouger un petit peu. Le niveau des candidatures, le nombre de candidatures que vous recevez pour les stages et pour les postes. Si ça s'affaisse d'un seul coup, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, et l'inverse est vrai. Si vous avez énormément de demandes de stage ou de prestataires qui demandent à rentrer dans vos effectifs, par exemple, là aussi c'est peut-être un signe disons, d'agitation ou de perception du risque qui fait modifier les comportements. Dans un sens ou dans l'autre. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute modification des indicateurs RH doit vous titiller un petit peu à la veille d'une crise potentielle. Donc veille sociale et externe bien sûr, donc sur le mot-clé gilet jaune, hein. Donc moi je l'ai fait rapidement sur Facebook, donc ça pleut de partout, et notamment dans votre région. La crise des gilets jaunes était quelque chose qui était ancré régionalement, physiquement. On ne pouvait pas parler de mouvements coordonnés interrégionaux. Donc c'est plutôt si vous êtes dans une ville en région, je dis n'importe quoi, Nantes, Bourges, Toulouse, voilà, donc il faut surveiller l'activité type gilet jaune dans votre région. Donc ça se veille aussi. Donc il faut organiser la veille avec les communicants chez vous. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Effectuer une bonne liaison avec la NDRH, donc l'Association nationale des DRH, qui eux, en principe, alimentent ce dossier, le dossier qu'on est en train de faire. Et ils ont peut-être des bonnes pratiques à partager, des webinaires de prévus. Moi, j'y suis pas à la NDRH, parce que je suis pas DRH, mais si vous êtes membre de la NDRH, tendez l'oreille et questionnez cette association pour savoir si oui ou non il y a une réalité, si l'ensemble des DRH en France sont un peu inquiets, beaucoup inquiets, ils ont peut-être fait une enquête, et comment on commence à se préparer. Alors, on pense qu'il faut anticiper et préparer sur table une procédure qu'on va appeler fermeture site. Alors, fermeture site, c'est pas fermeture définitive, bien sûr, mais c'est dans l'hypothèse où vous considéreriez qu'il y a trop d'agitation gilet jaune autour d'un site chez vous.
autour d'une ville, par exemple, dans laquelle vous avez une implantation. Donc il y a trop d'autoroutes bloquées, trop de ronds-points fermés, trop de supermarchés bloqués, trop de pompes à essence à sec, enfin j'en sais rien. Voilà. Il y en a beaucoup trop dans votre région. Il peut être tentant de fermer le site, histoire de le mettre en sécurité et de le gardienner. Et donc de dire à l'ensemble de vos collaborateurs, à partir de lundi, c'est non. Donc tout le monde en télétravail, organisez-vous différemment, contactez votre management, etc. Donc la procédure fermeture site, c'est pas simplement la mise en place d'un cadenas, c'est aussi qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs, comment on organise la continuité du travail, si c'est un site tertiaire, si c'est un site de stockage, si c'est un site industriel, c'est évidemment pas pareil. Et donc on pense que si on a un scénario vraiment méchant, et qu'il y a certaines villes qui sont le théâtre de violences importantes et que les gens sont inquiets, ils n'ont pas envie de sortir pour ne pas se prendre un cocktail Molotov dans la figure, hein, ça peut se comprendre, et que vous pouvez être amené à décider la fermeture d'un site, temporairement, le patron qui dit on ferme un site, ça veut dire qu'il faut dérouler une procédure derrière pour ne rien oublier, et pour faire en sorte que le site soit proprement fermé et être prêt à être proprement et promptement réouvert. Donc c'est sans doute quelque chose à écrire là-dessus, et on pense que la DRH, en tous les cas, avec la logistique, et on va y venir aussi, doit faire partie de cette réflexion-là. Voilà. Et puis si ça barde vraiment, si on sent que la crise économique tape à la porte, avec des inquiétudes sociales sur l'emploi, les gens me disent est-ce que mon job va être gardé si on vend beaucoup moins de produits, s'il y a des cellules de crise de partout, etc. C'est peut-être pas forcément le moment de déployer des projets, des processus internes anxiogènes. Typiquement, l'arrivée de l'IA et qui, dans certains secteurs ou dans certaines fonctions, vont s'accompagner de fermetures de postes. Regardez ce qui se passe dans le conseil, par exemple, donc ça vire à tour de bras. Et donc, balancer un projet de déploiement IA pour augmenter la productivité et révolutionner l'organisation de l'entreprise en plein milieu d'une crise gilet jaune, je ne suis pas complètement convaincu que ça soit pertinent. Donc là aussi, la trajectoire de ces grands projets-là peut être disons, adaptée en fonction des événements tels qu'on les vivra à la rentrée. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter, je dis simplement, si vraiment ça barde, ça ne serait peut-être pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. C'est ça que je suis en train de dire. Alors, côté moyens généraux, donc j'ai mis là-dedans moyens généraux, sécurité physique, ce que les uns et les autres appellent souvent sécurité-sûreté. Donc la première chose, c'est de bien vérifier qu'on a un inventaire des actifs sensibles. Un actif, c'est un entrepôt, un stock, une ligne de production, quelque chose qui coûte des sous et qui correspond à la colonne actif et non pas passif dans l'entreprise. Ça peut être un lieu de stockage des sauvegardes informatiques, enfin bref. Donc tous ces actifs-là, il faut avoir une liste assez précise et de répartition par site, parce que si un site devait être encerclé, occupé, les actifs qui sont dedans sont indisponibles. Je n'ai pas dit détruits, mais il faut savoir ce qu'on a sur quel site. Voilà. Qu'est-ce qu'on a et où ? Des quantités de produits non livrés, du stock temporaire, du stock à reprendre. Il y a une reprise à faire parce que le produit est non conforme. Il y a quelques millions d'euros de produits immobilisés sur des palettes. C'est où, c'est quoi, c'est quand, c'est dans les camions. Enfin voilà, c'est ce genre d'inventaire-là qui est un inventaire pour partie statique et pour partie dynamique avec les événements de production. Deuxième chose, c'est un état des lieux de la sécurité physique en cours, actuelle. Donc vous avez peut-être des travaux en cours pour refaire les fermetures, une clôture, changer une porte avec une grosse serrure. Il y a toujours des travaux dans les entreprises, notamment dans les grosses infrastructures physiques. C'est peut-être pas le moment de laisser traîner ces travaux, histoire qu'au moment où les gilets jaunes commencent à s'agiter, on se dise ah bah oui mais la porte blindée est pas livrée quoi. On n'a pas relancé le fournisseur, on a juste oublié et là on peut vous le reprocher. Donc les travaux de sécurité en cours ou planifiés à très court terme doivent de notre point de vue être recensés rapidement. Et là-dedans, il y en a peut-être quelques-uns qu'il faut accélérer histoire d'être prêt pour la rentrée prochaine. Voilà. On est au mois d'avril, c'est pour ça qu'on le fait maintenant. Au mois d'avril, s'il faut accélérer une livraison pour finir des travaux, je sais pas, de la sécurité incendie, de la surveillance, des caméras, enfin des trucs comme ça, ça se fait pas en 15 secondes, donc c'est souvent des chantiers à 1 mois, 2 mois. Là, on a le temps de les accélérer, histoire d'être prêt pour la rentrée. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Veille active sur les dégradations locales. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté local des actions Gilets jaunes.
c'est qu'on a enfin en tous les cas, le mouvement Gilets jaunes tel qu'il est apparu en 2018, il était sans tête, hein, quelque part, donc sans gouvernance, et donc il était spontané, et notamment spontané par région. Localement, ça peut être le nord de la ville de Nantes. Voilà. Et donc là, il y a plein de barrages partout, et puis au sud, il n'y en a pas. Donc il faut faire, de notre point de vue, une veille active des dégradations locales. Un pont bloqué, par exemple. Peu importe si c'est les transporteurs, la grève de l'essence, des familles en colère ou des agriculteurs, enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe localement autour de vous. Donc ça, il faut le regarder. Et là, la com, les communicants ont des outils de veille qui permettent de le faire. Donc je vais y revenir un petit peu plus loin. On pense qu'il faut préparer 5 plans à l'échelle des moyens généraux. Le premier, c'est un plan exfiltration d'actifs essentiels. Donc concrètement, vous avez de l'agitation gilet jaune très importante autour d'un site à vous. Et dans ce site à vous, pour caricaturer, il y a quelques palettes de matières chères, vos sauvegardes informatiques, des dossiers importants, des produits, un banc d'essai, quelque chose comme ça, quoi. Un truc qui coûte beaucoup de sous et qu'on peut déplacer relativement facilement. Pas une usine à démonter, quelque chose qu'on peut facilement embarquer dans un camion. À ce moment-là, c'est peut-être opportun d'envisager de les sortir, d'en faire une exfiltration. Je ne dis pas au dernier moment, mais disons avant que ça finisse de barder complètement. Parce que si vous avez vos sauvegardes informatiques qui prennent feu parce que juste vous avez oublié de les sortir, alors que ça fait 15 jours que les autres data centers, là où vous êtes, continuent de brûler, je vous assure que votre patron, il ne va pas être content et il faut le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut les avoir inventoriés avant, c'est pour ça que j'en ai parlé avant, et parmi ceux que vous avez inventoriés, il y en a peut-être que vous pouvez rendre éligibles à l'exfiltration un peu au dernier moment. Pas trop, mais un peu en cas d'aggravation confirmée de l'insécurité sociale, sabotage, incendie, destruction, etc., autour de vous, dans les quelques kilomètres qu'il y a autour de vous. Donc si ça barde vraiment, il faudra déclencher ces exfiltrations de tout ou partie de vos actifs essentiels. Deuxième plan, un plan de départ camion. Donc ça, moi j'ai déjà très souvent rencontré des patrons d'entrepôt qui disent si ça barde, on met tous les camions dehors. Ok, mais sauf que ça se prépare un petit peu parce que sortir les véhicules, c'est pas la question, hein, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Pour certains camions, il faut qu'ils partent à vide en laissant les matières chez vous. Pour d'autres, il faut les charger rapidement et avec quoi? Et les sortir rapidement, plus rapidement que le planning. Donc là aussi, il faut un peu anticiper, parce que la réunion de dernière minute qui consiste à dire au fait on fait quoi, alors que l'ordre est tombé de dégager, s'il faut dégager, ça veut dire que dans 2-3 heures, il n'y a plus de camions du tout, on les sort tous. Et donc là aussi, il faut planifier un peu. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle dès maintenant. Si on doit faire sortir les camions de l'entrepôt numéro 8, qui est dans la ville de Tartampion, laquelle commence à s'embraser vraiment, c'est quoi la consigne? C'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'on laisse dedans? Qu'est-ce qu'on sort? Et avec quoi comme marchandise? Et donc ceci se fait en liaison avec les transporteurs, évidemment. Troisième plan, un plan de fermeture et de mise en protection, dont le gardiennage. Donc la direction d'entreprise dit on ferme un site. Fermer, ça veut dire quoi? Donc sortir ou pas les matières, donc ça j'en ai parlé. Les gens. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du chauffage? Qu'est-ce qu'on fait à la mise sous alarme? Avec quelle clé? Qu'est-ce qu'on met comme gardiennage? Est-ce qu'on ferme la grille? Oui. Toutes ces questions, c'est oui. Hein. Enfin, voilà, comment on s'y prend? Et là aussi, il y a une petite checklist sans doute à faire d'actions consécutives à un ordre qui s'appelle on ferme. Et de préférence rapidement. Quatrième plan, une liste des photos à faire avant. Donc ça, on l'oublie toujours. On dit toujours, pour les assurances, il faut faire des photos avant et après. Alors après, c'est facile parce qu'on photographie ce qui est cassé. Avant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va être cassé et on ne part pas le nez au vent dans l'atelier avec un appareil photo comme on fait des photos de vacances, quoi. Donc il y a sans doute des photos à faire impérativement d'un certain nombre d'objets, de configurations, d'installations, de locaux techniques, de quelque chose qui coûte cher et qui est assuré, mais aussi l'allure d'ensemble du bâtiment, tant que la toiture ne s'est pas envolée, hein, pour prendre, que l'entrepôt n'a pas brûlé, des photos de loin, de près, bref, faire la liste des 50 à 100 photos, en gros, à l'échelle d'un entrepôt, à faire. Et ça vaut la peine de répéter.
avec votre assureur, avec votre service assurance chez vous, en disant, ben voilà, pour l'instant, il n'y a pas de crise. J'ai fait des photos comme si on était à la veille d'un attentat terrible et de destruction terrible. Est-ce que j'ai bien tout photographié ? Et le fait d'avoir un peu répété ça vous permet d'avoir une liste précise et d'être efficace, et surtout de ne pas en oublier. Parce que là, pour le coup, ça peut coûter cher cette affaire. Hein. Donc si votre assureur dit « moi j'ai pas de preuve de comment c'était avant » et vous avez juste oublié de photographier le data center, c'est dommage. Et cinquième et dernière, c'est la préparation des astreintes. Donc ça, c'est plus classique, y compris pendant les congés, y compris pendant les week-ends. On va être à cheval sur les congés. Donc qu'est-ce qu'on fait si les gilets jaunes commencent plutôt fin août et tout le monde n'est pas rentré qu'en septembre, ou voire avant l'été? Est-ce qu'on maintient, pour les personnels concernés, est-ce qu'on maintient les congés ou est-ce qu'on demande à tout le monde d'annuler? Là aussi, peut-être oui, peut-être non, mais encore une fois, il n'est pas complètement imbécile de planifier un tout petit peu. Je ne parle pas du pont de mai, là, parce que là maintenant on y est, donc c'est vraisemblablement, on ne va pas avoir une explosion dans les 4 jours qui viennent. Enfin, la deuxième partie du mois d'août, là je ne signe pas, quoi. Alors, pour la partie informatique digitale, système d'information, etc., donc je vous invite à reprendre les recommandations qu'on avait déjà émises lors des 2 derniers webinaires. Mais en gros, ce qu'on recommande là plutôt, c'est la mise en place et la poursuite d'une politique d'hygiène informatique importante. Donc l'hygiène informatique, c'est en gros, vous êtes état de l'art, quoi. Et votre assureur est content, et votre certification ISO 27000 machin est contente aussi. Donc, mise à jour faite, les sauvegardes dehors, la doc utilisateur est bonne, les consignes télétravail sont bonnes, il n'y a pas de livraison en cours, enfin, en tous les cas majeurs. Vous avez éventuellement retardé une migration, enfin, considéré qu'il était possible de retarder un chantier ultra acrobatique en plein milieu de Gilets jaunes. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire tout de suite, mais peut-être, enfin, en tous les cas, il faut avoir un bouton stop ou un bouton report. Etc. Deuxième recommandation, c'est de réaliser dès maintenant un tuto vidéo de télétravail forcé en temps de crise. Depuis le Covid, les effectifs se sont un peu renouvelés quand même. Et on sait que les consignes de télétravail ont dérivé, notamment depuis l'arrivée de l'IA, où tout le monde utilise des petits outils à la maison pour enregistrer des réunions comme celle d'aujourd'hui, les retranscrire, faire un résumé, etc. Bon, là, on fait du contenu public, c'est pas grave, mais il y a énormément d'utilisation non conforme de l'IA à la maison. Tout le monde le fait, et chaque fois que vous posez des questions à ChatGPT ou à Claude en disant fais-moi un résumé de ce truc, le truc en question, il part dans les serveurs américains. Hein, donc il faut vraiment tenir la bride bien serrée. C'est d'autant plus facile que les gens sont à la maison, sont à poste, hein, pardon. Mais évidemment, quand tout le monde s'éparpille, et en particulier si ça doit durer un petit peu, le mal va revenir. Et donc, ce qu'on suggère, c'est de préparer dès à présent un tuto vidéo qui s'appelle « Usage maîtrisé de l'IA en situation de télétravail forcé », par exemple. Autre recommandation, de s'assurer que les liaisons sont bonnes sur la partie cyber, cette fois-ci, avec les associations dont vous êtes membre si vous l'êtes, type CLUSIF, le CESIN, le CIGREF, les CLUSI régionaux si vous en avez, et puis au-delà de ça, vos prestataires qui s'occupent de vous, les SOC, les CERT, etc., pour prendre la température. La question, c'est est-ce que si on a un départ d'un mouvement social, est-ce qu'il y a un volet ou un effet collatéral sur la cyber-insécurité? Et c'est pas forcément des attaques sophistiquées, hein, ça peut être du vol de matériel, tout simplement. Est-ce qu'il y a plus de vols de portables, téléphones ou ordinateurs depuis que la crise sociale a démarré ou pas? Voilà. Et chaque fois qu'il y a une machine qui se fait voler, c'est le contenu qui part avec. Hein, donc il faut quand même regarder un peu ça. Donc le partage d'opinions et de prise de température extérieure peut se faire à travers les associations cyber dont vous êtes membre, si vous en avez. Veille sabotage aussi. Alors ça, il faut le faire par la presse, par les réseaux sociaux et en regardant ce qui se passe dans vos télécoms. Si oui ou non, dans votre région, c'est pas les entrepôts qu'on brûle, c'est les data centers. Si la mode est en train de s'installer sur ce truc-là, c'est pas le moment de laisser les sauvegardes dedans. Voilà, il y a déjà des mesures à prendre.
évidemment, si vous êtes le premier de la liste, vous ne serez pas prévenu. Mais enfin, si on a 4 data centers en Poitou-Charentes qui sont brûlés et que vous êtes installé en Poitou-Charentes, bougez-vous, quoi. Voilà, on ne peut pas rester comme ça. Et idem sur les câbles. Si on a des sabotages de câbles, comme on avait eu par le passé lors des Gilets jaunes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin, un peu quand même. Je vous rappelle que la crise en cours au Moyen-Orient a vu des sabotages, des bombardements de data centers et des menaces de coupure câble. Donc, les data centers et les câbles sont perçus maintenant par les protestataires en tout genre comme étant des actifs et des cibles et des choses qu'on peut détruire pour faire du mal. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de les encourager, je dis simplement ce n'est pas incongru de dire qu'est-ce qu'on fait si on a des data centers de concurrents autour de nous qui sont cramés, pas le nôtre, pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bascule tout de suite sur le site de secours qui est à l'autre bout de la France? Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on laisse dedans? Est-ce qu'on le barricade? Est-ce qu'on le laisse... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, des fermetures urgentes de profil. Alors, on se rend compte que... De profil des gens, l'idée, c'est de dire que quand les gens sont foutus dehors, démissionnent, rentrent en révolte, ça se passe pas bien, il faut fermer donc les accès. On retire les droits, ce qui est tout à fait normal. Et la bonne pratique en général, c'est d'attendre le go DRH. Et tant que la DRH n'a pas dit on ferme, on laisse ouvert. Et les informaticiens, très souvent, restent sagement abrités derrière les consignes RH. Le petit problème, c'est que si on a un conflit social sur les bras et que ça se passe mal en interne chez vous, la DRH aura peut-être autre chose à faire qu'envoyer un mail à la DSI en disant « Veuillez fermer le compte de monsieur Untel ». Or, les cyberattaques majeures récentes, notamment dans les comptes des pouvoirs publics, ont montré que c'était des profils en cours de fermeture qui étaient encore restés ouverts, qui ont été utilisés soit par l'intéressé, soit par les proches de l'intéressé, pour aller commettre de la malveillance informatique. Donc ce qui se dit dans la littérature, c'est qu'il ne faut pas attendre la DRH, quand quelqu'un sort, c'est dans la minute qui suit, tout est fermé. Dans les clous de la légalité, bien sûr, mais il faut accélérer le processus. Voilà. Donc on pense que c'est pas la première chose à faire, il y a bien d'autres choses à faire avant, mais néanmoins, si c'est la guérilla, et que la DRH est très 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 occupée à faire autre chose, c'est peut-être pas la peine de les attendre non plus, et de manière un peu préventive, de réduire les accès en évitant que les gestes les plus graves soient commis par des gens qui s'éloignent de l'entreprise en mauvais termes. Peu importe les causes, après c'est pas le sujet. Mais si ça se passe mal, ne perdez pas de temps. Les dernières cyberattaques ont montré que c'était un point de vulnérabilité de laisser des droits à des gens qui sont censés ne pas en avoir. Alors en matière de communication, donc j'avance et je me dépêche. Donc en plus des recommandations précédentes, donc on pense qu'il faut prévenir des initiatives individuelles sur les réseaux sociaux si ça barde. Donc les réseaux sociaux, si on y va en tant qu'individu, pas de problème. Par contre, en tant que je suis salarié de telle entreprise, il n'y a rien de prévu, c'est le bazar, ça brûle de partout, je sais pas ce qu'on va devenir. Non. Donc à l'évidence. Et donc c'est vrai, dès que quelqu'un s'exprime, soit avec un profil d'entreprise, soit avec le nom de l'entreprise qui est pas loin, juste à côté. Notamment LinkedIn. LinkedIn est à la main de vos collaborateurs, mais il y a marqué Madame Untel, responsable quelque chose, dans votre entreprise. Et donc si elle dit moi ras-le-bol ou pas ras-le-bol, ou il faut tous les crever, ou j'en sais rien, elle embarque avec elle la marque de votre boîte. Et donc ça, non. Et donc nous on recommande chaudement d'en parler avant, avec les partenaires sociaux, avec la DRH, pour définir une doctrine et expliquer aux gens derrière que là on est au-delà de la limite acceptable, c'est de parler d'un certain nombre de sujets sur des réseaux sociaux en embarquant de fait la marque employeur avec. Deuxième chose, de préparer une consigne demande journaliste. Donc si ça barde de partout, les journalistes demandent aux salariés alors comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc les journalistes disent, ils appellent, bon, j'en ai plein ici, hein, ils appellent, ils disent bonjour, je suis journaliste à tel endroit, est-ce que je peux vous parler? Ça commence toujours comme ça. Donc là, il faut que l'ensemble des collaborateurs de votre boîte ait le bon réflexe. Et quand il y a une demande journaliste, on envoie à la com. Mais peut-être que ça vaut la peine de rafraîchir cette consigne, de la remettre un peu d'actualité et de la communiquer le moment venu via la com et via la DRH. On vous rappelle que, mais encore faut-il que le petit texte qui est derrière soit à jour.
Troisièmement, donc de préparer des scénarios de communication externe. Donc on pense qu'il faut en préparer 3. Le premier, c'est un message d'apaisement sur la continuité opérationnelle vers les clients et l'extérieur. Donc imaginons que vous êtes dans une ville qui est à feu et à sang, il y en a tous les jours à la télé, c'est dans votre proximité que ça se passe. Tous les jours, ça crame de partout. Donc vous êtes au milieu de ce truc-là, mais ça tourne. Alors soit ça tourne parce que les gens sont en télétravail et ça fonctionne, soit parce que ça n'a pas brûlé, soit parce que vous êtes non concerné pour une raison X, Y. Bref, tout le monde sait que vous êtes au milieu des flammes. Si vous allez bien, dites-le. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc de dire nos opérations continuent, on a un plan B, un plan C, enfin que sais-je encore. Mais le silence vaut inquiétude quand les images à la télé le soir sont un peu préoccupantes. Deuxièmement, les mêmes messages, mais beaucoup plus techniques et opérationnels dans votre écosystème. Donc en clair, vos clients, vos fournisseurs, mais également entre DIRCOM d'une filière à travers votre fédération professionnelle. Donc, pour avoir moi-même travaillé dans plusieurs fédérations professionnelles, dont les assureurs, le MEDEF, enfin j'ai un peu bourlingué par le passé, le club des DIRCOM existe toujours, de manière à unifier un petit peu les propos pour dire notre filière n'est pas concernée. Alors évidemment, les entreprises font ce qu'elles veulent derrière, mais enfin, il y a quand même un message, disons, politique générale qui est proposé par les fédérations professionnelles à leurs adhérents pour essayer d'avoir un peu un truc à l'unisson et éviter la pagaille, quoi. Donc là, c'est là que ça va se jouer, et donc il n'est peut-être pas complètement débile d'aller au-devant de la fédération professionnelle concernée, la vôtre, tout de suite, en disant y a-t-il une liste de diffusion des DIRCOM, enfin bref, de vérifier que vous êtes dans les bons tuyaux. Et enfin, si vous avez des activités à l'étranger, regardez donc ce que l'étranger des pays concernés dit de vous. Alors, souvenez-vous, quand il y avait les Gilets jaunes, Fox News, enfin les chaînes américaines, passaient en boucle des images de Paris à feu et à sang, en disant c'est des no-go zones. Vous vous souvenez, ils disaient Paris, n'y allez pas, les touristes faites demi-tour. C'était peut-être pas forcément une mauvaise idée, mais enfin en tous les cas, ils riaient bien de nos petites turpitudes. Et donc ça peut, alors pour le grand public c'est une chose, mais ça peut inquiéter un client, un fournisseur à l'étranger qui se dit, mais là en France, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et le problème, c'est que de savoir ce qui se passe, eux, ils le voient à travers leur presse à eux, et qui est perçu avec la lecture des journalistes locaux. Et donc, si vous avez des messages à faire passer pour rassurer, pour dire ah, vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça, on fonctionne, c'est pas dans notre ville. Les Américains sont pas bons en géographie. Hein. Pour eux, Marseille et Lille, c'est pareil. Hein. Donc, il faut repréciser, reprenez la main sur les activités et les intérêts des gens qui s'intéressent à vous depuis l'étranger, parce qu'ils voient ça à travers des prismes de gens qui ne connaissent pas ce qui se passe chez nous, quoi. Donc adressez-vous à eux directement. Voilà, et puis préparez des contenus peut-être en interne avec les RH. Donc en gros, si ça barde complètement, ayez un portail intranet prêt avec une page qui s'appelle Crise sociale quoi de neuf, les dernières consignes, la dernière actualité, tel projet est maintenu et l'autre n'est pas maintenu, etc. Donc d'avoir un canal un peu à jour, qui le met à jour, qui a les droits, le mot de passe, le truc, sachant que la moitié des gens sont en vacances, et ainsi de suite. Bref, la bourse télétravail, la bourse covoiturage, co-hébergement, j'en sais rien. Bon. Donc tous ces trucs-là, c'est le moment de vérifier que vos tuyaux, entre guillemets, et les outils internes permettant de faciliter la vie des gens, peuvent être administrés, mis à jour, etc., tout le long de la crise. Alors, pour les métiers, j'ai divisé en deux. Dans un premier temps, on regarde là maintenant les métiers du monde physique, c'est-à-dire pas le tertiaire et pas l'emploi de bureau, hein, pour faire clair, donc tout ce qui nécessite la présence physique des gens pour faire des choses physiques. Donc là, c'est évidemment là que c'est compliqué. Donc ça mérite sans doute une salle de crise opération, c'est-à-dire alors que ce soit dématérialisé ou pas, mais disons un endroit où quand les cadres, le management passe une tête, hein, on est au courant de tout. De tout. Veille extérieure, décision du management, les encours, les points durs, ce qui est bloqué, ce qui n'est pas bloqué, les urgences, à qui s'adresser, la hotline, les derniers tutos, enfin bref. Un endroit où je rentre, je sors, je sais tout, à l'instant où j'y suis passé, je sais tout de la crise en cours.
Donc c'est pas compliqué à faire, hein. C'est un espace Teams ou chez Google Meet, enfin peu importe. Et puis ça peut être une salle chez vous qui est dédiée à ça. Mais en gros, tout doit être à disposition pour pouvoir éviter les erreurs, notamment. Deuxièmement, entretenez des liens serrés avec votre écosystème, notamment vos fournisseurs et clients, bien sûr, donc j'y reviens pas. Pour la partie marchandises, s'agissant de gilets jaunes qui bloquent des ronds-points quand même, hein, à l'origine. Donc question, c'est le transport physique, alors pas seulement des matériels, les camions, hein, pour faire simple, mais c'est aussi les gens, hein. Un bus par exemple qui ramène une navette personnelle qui est bloquée sur l'autoroute avec dedans tous les gens d'une ligne de production entre le centre-ville et votre site, il y en a plein, hein, pareil, hein. Du ramassage, pas scolaire, mais du ramassage entreprise dans les banlieues pour alimenter les gros sites, il y en a beaucoup, 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 beaucoup autour de Paris. Donc toutes les grosses installations industrielles ont ça, toutes. Donc si vous avez des cars bloqués, ça veut dire que le travail ne démarre pas, quoi. Donc là, il faut avoir un suivi particulier de ça, notamment si ça barde beaucoup, bien sûr. L'allongement des temps de transport, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui n'est pas bloqué, etc. Un bon moyen de veiller ça, c'est de vous connecter à vos sites des applications de trafic, hein, de type Waze, Google, etc., Mappy, citadins autour de Paris, etc. Et donc, si vous voyez qu'il y a des embouteillages juste de partout, que tout est bloqué de partout, ça se voit très très bien sur ces applications-là. Bon, ça vous dit déjà quelque chose de pourquoi votre livraison n'a pas eu lieu, quoi. Donc toutes les applications de navigation permettent d'avoir une vision sur ce qui est bloqué. Il existe les mêmes applications pour le train et pour les bateaux. Donc elles sont très utilisées en ce moment sur le détroit d'Ormuz. Donc trafic marine, ou marine trafic, pardon, on les voit tout le temps. Il existe à peu près dans tous les compartiments du jeu des applications de visualisation graphique, des blocages logistiques en tout genre. Donc il faut s'enseigner, c'est très dynamique, ça, hein. C'est un marché qui évolue beaucoup. Tous les 2, 3, 4 jours, il y a une nouvelle appli qui sort. Donc nous, évidemment, on les tient à jour ici, mais connectez-vous à ces trucs-là, c'est facile, c'est gratuit, et ça permet d'avoir une bonne vision. Faites une veille sécurité physique régionalement, donc localement. Donc si vous avez 4 entrepôts autour de vous qui ont déjà brûlé, posez-vous la question, et moi. Donc soyez au contact, par exemple, de vos correspondants métiers, même si ce n'est pas dans votre filière, des usines aux alentours, quoi. Et puis le point sur les protections des installations physiques en lien avec la partie moyens généraux qu'on a vu tout à l'heure. Photo avant, donc faites la liste des actifs de production cette fois-ci, les stocks, les machines-outils, etc. à faire en cas de risque imminent. Qu'est-ce qu'on photographie, sans rien oublier. Contact avec votre fédération professionnelle pour suivre l'actualité gouvernementale, les indicateurs de marché, etc. Pour voir en gros comment le vent tourne dans votre filière. On sait par exemple que dans la filière plastique en ce moment, c'est déjà un peu la révolution parce que les coûts de la matière première ont complètement bougé et dans d'autres filières, pas encore. Voilà. Donc c'est ce genre d'informations-là, les fédérations professionnelles servent à ça. Et continuer d'alimenter au moins 2 scénarios, enfin des scénarios d'évolution. Donc nous on vous dit c'est en 3S, 3S4, mais peut-être un peu plus précisément, un S4 foncé me paraît être intéressant quand même à regarder, qu'est-ce qu'on fait si ça barde vraiment, et un scénario pas forcément très foncé, mais long, très très long. Genre encore 1 an ou 2 pour de pourrissement de la crise au Proche-Orient, avec des yo-yo sur l'ensemble des matières premières impactées, mais longtemps. Voilà, longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que dans certains secteurs, il y a recours à l'emprunt, enfin on ne peut pas tenir très longtemps comme ça. Il y a des sujets de financement, des sujets de recrutement, etc. Des sujets d'investissement qui peuvent être temporisés si la crise dure vraiment. Il ne s'agit pas de décider, mais au moins d'éclairer un peu. Pour les métiers dans le monde dématérialisé, donc en gros tout ce qui est télétravaillable, donc là évidemment télétravail, sortez des accords que vous allez passer avec les instances représentatives du personnel si besoin. Il ne s'agit pas de dénoncer un accord, mais c'est de bon sens de dire la limitation à 1 jour par mois saute. Voilà. D'abord les pouvoirs publics vont le dire, hein. À chaque fois qu'il y a une crise, ils disent favoriser le télétravail. Ils se mêlent de ça. Donc dès l'instant où on en parle à la télé et que le ministre le dit, si vous voulez, vous avez le sujet sur la table dès le lendemain matin. Faites bien la liaison avec donc, la partie informatique pour que les tuyaux fonctionnent et avec la DRH pour ces questions de bonne pratique. Fortifier le management à distance. Alors pour tous les managers rompus à ça, qui étaient là au moment du Covid, pas de problème, enfin moins de problèmes.
Par contre, pour tous ceux que vous avez recrutés très récemment, ils ne sont peut-être pas au goût du jour sur le management, ce qu'il convient de faire pour faire du télétravail intensif pendant longtemps. Et puis, anticiper peut-être une sortie de crise, sait-on jamais, dans le cours de l'année prochaine, avec un événement qui s'appelle « Ouf, la crise est derrière nous », comme on a fait à la sortie du Covid, si vous vous souvenez, en disant « Bon, allez, maintenant on tourne la page, on passe à autre chose ». Bon, là, on est très très tôt, hein, mais enfin, à un moment donné, il faudra le faire. Je l'ai laissé dans le plan d'action. Rapidement, la finance, juridique, assurance. Donc, un tableau de bord de combien ça coûte. Le patron, lui, il va se tourner vers son DAF en disant dites-moi combien ça coûte, on en est où, quoi. Donc, il faut avoir 4-5 chiffres. Donc, c'est le travail normal du DAF. Il n'y a rien de miraculeux, mais enfin, bon, avec une crise qui arrive, qu'est-ce qu'on met dans les indicateurs, comment on va les suivre, qui s'en occupe. Deuxièmement, le sujet assurance, évidemment, parce que là, on parle de dégradation physique. Donc, c'est les garanties de dommages incendie qui vont jouer, enfin, vandalisme, etc. Et à l'aval, les pertes d'exploitation. Vous avez peut-être souscrit des contrats à perte d'exploitation. Est-ce qu'ils vont fonctionner et pendant combien de temps avec des scénarios d'émeutes devant et à condition que vous ayez mis quel niveau de protection. C'est en gros un assureur dit je vous couvre pendant 1 mois sur vos PE, sur vos pertes d'exploitation, mais à condition que vous ayez mis des cadenas partout, pour caricaturer. Donc toutes ces questions-là, juste il suffit de lire les contrats. Regardez-les avant pour éviter les mauvaises surprises à la sortie. Même chose sur la partie cyber. Donc en général, les contrats cyber couvrent plutôt les cyberattaques logiques, si vous voulez, dématérialisées. Mais là-dedans, il y a aussi l'assurance dommages informatiques tout court. Et donc si vous avez des sabotages de ligne, un feu sur un data center, vol massif d'ordinateurs avec un flux de voyous qui rentrent et qui volent 150 ordinateurs portables, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc encore une fois, on n'y est pas, mais si ça marche dans votre région, ça sera un peu trop tard pour s'en occuper, quoi. Donc prenez ça en compte tout de suite, la liste des actifs à photographier avant, etc. Et examinez le cas de force majeure. Le cas de force majeure, vous savez que c'est une disposition du droit qui dit que quand il y a une situation imprévisible, irrépressible et extérieure, donc imprévisible, vous ne pouvez pas prévoir, irrépressible, on ne peut pas l'arrêter, et extérieur, ça ne dépend pas de nous, alors l'obligation d'exécution des contrats est relevée. La question, c'est l'imprévisibilité. Donc si plus le truc est annoncé à l'avance, plus les pouvoirs publics diront entreprise, protégez-vous, moins vous pourrez faire jouer ce cas de force majeure et donc vous dégager de vos obligations contractuelles, notamment vis-à-vis de vos clients. Donc, et si vous ne livrez pas alors que votre responsabilité est engagée, à ce moment-là, c'est la RC Pro qui joue, c'est la responsabilité civile professionnelle, et là, c'est devant le juge, en disant je n'ai pas pu faire autrement, c'est pas de ma faute. Oui, sauf que vous n'avez pas respecté les consignes en matière de cadenassage de vos entrepôts, pour prendre une image. Donc il faut peut-être jeter un œil sur ce que vont... Donc tout dépend en fait du niveau d'exigence des assureurs et de la possibilité juridique que vous aurez de faire valoir le cas de force majeure, si, encore une fois, dans un scénario où tout brûle, hein, bien sûr. Alors la veille, bon là c'est rien de compliqué, donc veille radio-télé, etc. Les gens qui font de la veille savent qu'il faut regarder ce que les gens regardent. Donc si les gens dans votre région lisent, regardent plutôt telle chaîne d'infos et plutôt tel canard local qui s'appelle Ma Région Journal, faites la veille sur ce que les gens regardent. Ça vous permet de savoir ce qui est dit et ce que les gens savent. Les gens qui vous intéressent. Et ne regardez pas la presse à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de la France que personne ne lit chez vous. Voilà. Donc regardez ce que les gens regardent, surveillez l'actualité sociale, les réseaux sociaux, notamment le trafic en tout genre. Donc tout ceci est en ligne, c'est pas très compliqué de trouver tout ça. Et sur les réseaux sociaux, cherchez-vous vous-même, donc le nom de votre boîte. Et en vous cherchant vous-même, ça vous permettra de repérer les groupes où on parle de vous et ce qu'on dit de vous, bien sûr. Et donc, quand je dis vous, c'est vous et votre écosystème, donc le nom de vos principaux clients. Veillez le nom de vos principaux clients fournisseurs, notamment les gros critiques. Je dis n'importe quoi, vous utilisez un logiciel très connu du marché pour faire votre stock. Est-ce que l'éditeur a des data centers en France? Si oui, comment, combien? S'ils sont dans une autre région du monde, est-ce qu'ils sont touchés? Bref, tout ça, ça se veille, parce que s'il tombe, vous tombez. Donc il faut quand même regarder un peu en période d'agitation.
Et donc surveiller la presse internationale, mais j'en ai parlé tout à l'heure, sur ce que un pays vous dit de vous si vous avez des intérêts sur place, parce qu'ils le font avec un prisme qui est des journalistes qui ne connaissent pas forcément bien tout ce qui se passe chez nous, à commencer par la géographie. Donc c'est le syndrome du no-go zone, si vous vous souvenez, où Fox News prenait un malin plaisir à montrer que la France était complètement en feu, alors que c'était dans une phase où il y avait partiellement des problèmes, enfin ça va quoi, les gens ne s'entretuaient pas dans la rue. En France, on n'a pas d'armes à feu, on ne s'entretue pas autant qu'aux États-Unis. Il faut aussi calmer un peu ça en s'en occupant. Et puis donc pilotage DG, donc j'aurai bientôt terminé. Donc un tableau de bord de tout ça. Votre COMEX va exiger, et c'est bien normal, que vous sortiez un document de 3-4 slides, pas plus, en disant on en est là. Donc le coût, l'absentéisme, continuité des opérations, mise en sécurité des sites, impact financier, enfin voilà, quoi, en gros. Hein. Donc en fait, c'est chaque représentant du COMEX qui a un quart de page à lui tout seul et il met les 4 chiffres qui sont intéressants. Voilà. D'éclairer un peu les scénarios qui sont devant. En gros, la question qui est souvent posée par les dirigeants, c'est comment ça peut foirer, quoi, pour dire les choses rapidement. Et donc ce scénario-là, lui, il dépend de vos observations, de ce que dit votre fédération professionnelle, votre serviteur, mais tous les autres, hein, vos fournisseurs, ils disent non, votre transporteur dit non, ne vous inquiétez pas, on a des plans B, bon, très bien, parfait. Ou au contraire, ils sont déjà en croix, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien, c'est pas pareil. Donc comment ça peut foirer ? Communiquer préparer en tous les cas de la communication sur votre niveau de préparation. Si vous êtes serein dans votre préparation, dites-le à vos collaborateurs, parce que ça les rassure, et à votre écosystème, notamment vos clients, parce que ça les rassure. Donc quand tout va très 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 bien, alors que tout le monde s'inquiète de vous, ne restez pas silencieux. Et dans le mot tout le monde, c'est l'interne, l'externe, tout le monde. Et puis prévoyez dans le temps la continuité du dispositif général, c'est-à-dire qui pilote la crise quand le chef est en vacances, quoi, pour dire les choses simplement, qui a les droits pour envoyer un communiqué, qui a les droits pour dire stop ou encore au niveau de la DRH, sachant qu'on va enjamber le mois d'août. Hein, voilà, donc il faut quand même et le 15 août, et des week-ends et des ponts, donc qu'il y ait un minimum de continuité sur la gouvernance de cette crise-là, avant que ça démarre, et évidemment pendant. Voilà, et j'en aurais terminé avec donc une suggestion que je fais à chaque fois. Donc un bon moyen d'être accompagné là-dessus, c'est de vous abonner chez nous. C'est la minute de pub qui est de bonne guerre, puisqu'on vous fait l'ensemble de ces contenus gratuitement. Donc nous, justement, notre fonction, c'est ça. C'est d'éclairer l'ensemble des sujets au fur et à mesure que le temps passe, et de vous dire, ça chauffe à tel endroit, si on était vous, faites ça, voilà notre recommandation, et de traiter individuellement aussi d'avoir des réunions en aparté avec vous pour mettre du contenu, si vous voulez, dans vos actions, de l'inspiration, et éviter d'être copie blanche le jour où ça barre vraiment. Voilà. C'est à ça qu'on sert, donc ça marche sur abonnement, et donc si vous voulez plus en détail savoir comment ça fonctionne, vous nous contactez mdc@maîtrisedescrises.com. Alors, on va passer aux questions, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans Q&R, c'est là que je les prendrai. Mais avant que le webinaire ne soit démarré, j'ai reçu comme à chaque fois, il y a quelques questions qui sont déjà arrivées. Donc je vais commencer par celle-là, mais vous pouvez poser les autres questions sans aucun problème. Alors, on me demande, aura-t-on le format gilet jaune exactement ou quelque chose de différent ? Une évolution, c'est ce que je comprends, une évolution du format gilet jaune qui était un mouvement un peu spontané, un peu bon enfant, sans gouvernance, qui a un peu dégénéré aussi. Donc réponse, j'en sais rien. Encore une fois, il s'est passé des choses importantes depuis le mouvement Gilets jaunes, à commencer par la crise Covid, qui a réfréné aussi les volontés de foutre le bazar partout, et en même temps apporté la pratique du télétravail, ce qui change un peu la donne en matière de conflit. Hein. Donc je ne peux pas vous le dire, on aura sans doute, s'il y a quelque chose, c'est même pas sûr, on aura une déclinaison de ça. Ça m'étonnerait que ça soit, c'est pour ça que j'ai appelé Gilets jaunes 2. La version 2. C'est pas seulement l'épisode 2, hein, c'est la version 2 de ça. Mais il faut bien partir de quelque part. Donc maintenant, vu ce que j'en vois sur les réseaux sociaux et à l'entrée d'une période électorale mouvementée, à l'évidence, il va se passer des choses. Deuxième question, quel est le calendrier probable ? Nous, on pense que c'est le moment clé, c'est juste après la rentrée des enfants, en gros, à partir de septembre.
quand, en gros, les forces politiques vont commencer à alimenter le système en disant on veut des chèques emploi, on veut des chèques pétrole, on veut des chèques vacances, on veut des chèques rentrée, on veut des chèques isolation, des chèques pompe à chaleur, des chèques tout ce que vous voulez, comme si l'état des finances publiques était excellent. Et donc évidemment, ça va être non en face, sauf les démagogies. Et tout ceci va donner le ton de la campagne électorale. Donc on pense que c'est là que ça va se jouer. Et en plus, c'est le moment où se fait l'exercice budgétaire. Donc voilà, tout converge un peu vers plutôt la rentrée, mais ça peut être avant. Que peut-il se passer pour invalider le scénario qui invaliderait tout ce qu'on vient de dire là? Donc à notre sens, c'est une crise supérieure. La crise Covid était une crise plus forte que les gilets jaunes, et il n'y a pas eu de gilets jaunes pendant le Covid. Si demain matin, la crise au Moyen-Orient devient une crise mondiale, et que les gens sont inquiets pour leur sécurité, que vont devenir les enfants, est-ce qu'ils vont être appelés sous les drapeaux, enfin des choses comme ça. Bon, les gilets jaunes, je ne suis pas complètement certain que ça embraye de la même manière que si tout est confortable, sauf les caprices, des caprices syndicaux pour caricaturer complètement. Donc ce qui peut, à mon sens, invalider le scénario, c'est une crise plus forte. Ce qui n'est évidemment pas à souhaiter, hein, forcément. Est-il possible d'avoir un mouvement gilet jaune cyber ? C'est-à-dire des mouvements, ce que je comprends, c'est des mouvements spontanés de cyberattaque. Alors, avec le développement de l'IA, oui. Maintenant, ça requiert quand même une maîtrise et un niveau d'instruction informatique élevé, hein, de faire une cyberattaque, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est réservé à quelques-uns, et donc là on voyait que les gilets jaunes c'était archi populaire. Donc faire l'attaque de l'ensemble des infrastructures nationales en mode gilet jaune, j'y crois pas du tout. En revanche, que le train, que si on a un mouvement gilet jaune, tout le monde est en télétravail de manière décontractée à la maison, et que là les gens fassent n'importe quoi en envoyant tout sur ChatGPT, quoi, tous vos contenus à vous, hein. ChatGPT en disant fais-moi un résumé, comment je peux foutre le bazar dans mon stock, enfin des choses comme ça. Là par contre oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dans les slides de prévenir ça et d'anticiper un peu en disant bonne pratique en cas de télétravail forcé. Ce qui ne garantit pas un résultat évidemment, mais enfin bon quand même. J'ai une autre question, c'est les gilets jaunes en fin de campagne présidentielle et après. Est-ce que c'est possible? Alors, ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'au lieu de l'avoir en septembre, on pourrait l'avoir dans la toute dernière ligne droite des présidentielles et juste après, en fonction du résultat, bien sûr. C'est-à-dire, alors si je prolonge l'idée qui est derrière, c'est la personne qui a posé la question, c'est si on a un résultat aux élections présidentielles qui déplaît aux promoteurs des mouvements Gilets jaunes, alors le mouvement Gilets jaunes se déclenche parce que ils ont perdu les élections, quoi, pour dire les choses. Alors ça, c'est possible. On a un an pour en parler, hein. Donc on verra la configuration, et donc c'est un sujet qu'on verra en février l'année prochaine, hein. Mais sur le papier, on sait que de temps en temps, les défaites sont douloureuses, et qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de perdre des élections. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors on n'est pas aux États-Unis, hein, mais Trump perd des élections, c'est la prise du Capitole, on nous a volé les élections, il y a des milices dans les rues, enfin, vous voyez, il y a des gens qui sont des mauvais perdants quand même, hein. Alors chez nous, on est une démocratie intelligente, évoluée et raisonnable, contrairement à d'autres pays. Donc ça ne me paraît pas complètement prioritaire ce scénario-là, mais enfin, sait-on jamais comment ça peut dégénérer, donc peut-être pourquoi pas. En tous les cas, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. Y a-t-il des menaces sur les data centers avérées et renforcées depuis les épisodes du Moyen-Orient? Alors là, oui, clairement, et pas seulement les data centers, mais les câbles aussi. Les câbles sous-marins, les câbles à terre et les data centers sont maintenant identifiés par toutes sortes d'acteurs, dont les États qui font la guerre, dont des groupements terroristes, dont des saboteurs en culotte courte, dont des gilets jaunes, pourquoi pas, qu'en foutant le feu sur un data center ou une chambre de tirage télécom, on embête pas mal de monde. Or, c'est précisément la volonté du mouvement d'embêter pas mal de monde. Donc la réponse est oui, et c'est pour ça qu'on faut veiller, quoi. Voilà, faut regarder si la mode, entre guillemets, de s'en prendre aux infrastructures numériques, pas forcément dans l'Hexagone, mais ça peut être un peu plus loin, puis être importé chez nous après, devient une vraie mode ou pas.
Et si ça devient une vraie mode, il faudra faire attention, quoi. Et donc, là, c'est les DSI qui sont manettes. Il faut commencer à basculer sur les plans B. Les PRA, ça sert à ça. Pas mettre tous les œufs dans le même panier, donner des consignes. Et les grandes manœuvres, ça nécessite du monde, donc rappeler les gens en congé. Enfin bref, ça s'appelle un plan de reprise d'activité. Normalement, vous avez ça dans les tiroirs. Mais c'est dans le champ des possibles, clairement. C'est dans le champ des... Alors, j'ai une autre question qui est venue par mail aussi, puis je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur la console. Peut-il y avoir des ingérences étrangères dans le développement d'un mouvement Gilets jaunes chez nous? La réponse est évidemment oui. Et non seulement c'est évidemment oui, mais c'est déjà arrivé. Les Américains ont jeté de l'huile sur le feu quand on avait les Gilets jaunes chez nous, en disant la France brûle, ils sont en perdition. Les Russes, n'en parlons pas, et tous ceux qui se moquent de nous. Et la France, on n'est pas dispensé de cette discipline-là, hein. Donc, par-dessus le marché, en situation électorale, mettre de l'huile sur le feu pour déstabiliser un peu et favoriser tel ou tel camp est tout à fait dans le champ des possibles, de puissances ingérantes, genre la Russie au hasard. Pardon. Donc, on peut très bien avoir, disons, le sentiment que les choses sont un peu sous contrôle si c'était que nous, mais qui sont en fait aggravées par le comportement de puissances étrangères qui n'ont pas nécessairement intérêt à ce que les choses se règlent en paix chez nous. Alors, non, là, j'ai pas. Alors, voilà, question QR, excusez-moi. C'est en train d'apparaître. Voilà. J'ai une question. Comment estimez-vous le risque de radicalisation de certains gilets jaunes avec ou sans appartenance à un extrême politique? Eh bien, j'en sais rien, mais je ne fuis pas la question du tout, hein, je rassemble mes idées. Par définition, dans votre question, vous dites radicalisation de certains gilets jaunes, donc il s'agit d'initiatives individuelles, ou disons de petits groupes de personnes. D'avoir, disons, une collection de quelque chose comme 8-10 personnes, de gens qui pètent un plomb, pour dire les choses, et qui se mettent à sectionner des câbles, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu en France, où, souvenez-vous, une attaque contre l'opérateur SFR, de mémoire, a eu lieu et a conduit les protagonistes à couper des câbles avec des pinces hydrauliques, hein, enfin, avec du matériel, dans 8 à 10 endroits en France, dont, de mémoire, le nord-est, vers Strasbourg par là-bas, et le canal Rhône, avec les départs de câbles sous-marins qui partent au sud de Marseille. Ça se fait le même jour, au même moment, ce qui nécessite une coordination entre individus. Donc, est-ce qu'on peut avoir de la radicalisation entre individus? Je pense que oui, mais il faut que ça parte vraiment avant. Ça ne va pas commencer comme ça, à mon avis. En revanche, la réponse est dans la question, d'avoir une armée complète de gens qui organisés, donc avec un chef, qui viendrait à lever une armée au fond pour tout saboter et faire des actions radicales. Par définition, le mouvement Gilets jaunes est un mouvement individuel et spontané. Donc non. Si ça devait arriver, on ne serait plus dans le cadre des Gilets jaunes. On serait dans le cadre de terrorisme intérieur ou d'anarchisme intérieur ou d'un mouvement politique qu'on ne pourrait plus qualifier de Gilets jaunes. Le mot Gilets jaunes contient une dimension individuelle et spontanée qui est contradictoire avec le risque que vous évoquez, que je ne fuis pas, hein, mais on changerait de format complètement. Et alors si demain matin on a des mouvements anarchistes qui mettent le feu partout en France en même temps, là c'est l'armée qui sort, hein, si vous voulez, on change de catégorie, quoi. Il y a des plans pour ça, hein, mais ça veut dire que c'est la guerre civile, enfin le début de la guerre civile, les gens se battent, on change complètement de catégorie, c'est pas avec une brigade de CRS qu'on va régler le problème, c'est l'armée. Hein. Concrètement, c'est l'armée qui fera du maintien de l'ordre. Mais on change complètement de dimension, on ne pourrait plus parler de gilets jaunes, quoi. Maintenant, je pense pas que ça va démarrer comme ça. Vraiment pas. Je vois beaucoup plus la montée du sujet protestation sociale à la rentrée et le début de manifestations type gilets jaunes, à l'ancienne, dans certaines villes. En gros, 2 ou 3 préfectures, 2 ou 3 entrepôts, un rond-point, un échangeur, un barrage sur les autoroutes, une gare, voilà. Bon. Ça démarre comme ça. Et après, on verra si ça embraye ou pas. Si ça devient généralisé avec 8 ou 10 villes, puis 15 ou 20, puis un peu plus. Puis Paris. Mais ces étapes-là seront franchies un peu dans cet ordre-là, avec une escalade progressive de mon point de vue, hein,
avant le passage à la radicalisation complète qui s'appelle mise à feu des infrastructures d'entreprise, quoi, au fond, puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc en gros, l'énergie, les routes et le numérique. Mais avant qu'on ait un mouvement global, radicalisé, qui gêne l'ensemble de l'économie, on sort du format gilet jaune, quoi. On rentre dans une dimension qui n'est pas celle qu'on traite aujourd'hui et qui me paraît en tous les cas moins probable. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tous les cas, c'est ma réponse, comme dit l'autre. Mais c'est difficile, hein, je vous donne mon avis, voilà, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. S'il n'y a pas d'autres questions, je regarde rapidement. Donc là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. J'en ai dans mon mail, il n'y en a pas non plus. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous aura été utile. À l'occasion, dites-moi en commentaire ou envoyez-nous un mail. Donc c'est mdc@maîtrisedescrises.com s'il y a des sujets qu'on n'a pas traités et qu'il faudrait rajouter. Si vous voulez qu'on vous propose un abonnement gratuit à Maîtrise des crises, c'est possible, il suffit de le demander et c'est gratuit pour les 3 premières semaines. Vous avez donc sur le site un formulaire pour le demander, sinon par mail. Et donc le replay et les slides seront en dispo dans l'après-midi ou au pire demain matin pour que vous puissiez réfléchir à tête reposée sur ce qu'on vous a dit là. Si d'aventure ça peut vous être utile pour améliorer votre niveau de préparation à un risque de complication du climat social en France. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, il me reste à vous remercier de votre participation, à vous souhaiter bon courage pour la suite et à très bientôt.